because, you know, the idea is people know what they like. I mean, once they put it in their mouth. So the idea for me to make the best wine possible and allow people to have access to it. And with a wine like, with a name like Kung Fu Girl, it gives people an opportunity to recognize it, pronounce it, remember it. So next time they come to get a bottle of wine and they remember if they had a great experience with my wine, they can repeat it because it becomes part of their vocabulary. And I have to ask you, because I know your answer, but I want you to tell it. Then why don't you let me ask you the question and then you can answer it? Because I want you to tell it to your wine lover. Why did you call it Kung Fu Girl? Because Riesling and girls kick ass. Yeah! We're moving to the reds. I know you and I discovered Charles Smith through the Boom Boom. It brings me to talk to you a little bit about your labels and the marketing on front of it. Let's see, there's two guys who are Shiraz lovers sitting in a winemaking house and see, well, we done a Shiraz that will act like a bum. Well, let's call it Boom Boom and put a cherry bomb on it. Right. Why not? Yeah, well, you bring that kind of creativity on your labeling from one to the other one. I mean, if you're looking at the King Cole, we know exactly where you're coming from. I was an Iron Maiden lover too. Right. Yeah, it kind of looks like that, doesn't it? Let's talk about the Boom Boom. Back in 2010, I discovered the Boom Boom, and well, I really realized why it was called the Boom Boom when I drank it. It was like, okay, Walla Walla Shiraz with that terroir can be that good. And I think that this is the wine that brings you at first on the Quebec market, isn't it? Oh yeah, because the thing is, the food here is so good. The culinary scene in Montreal and in Quebec in general is fantastic. And I think that my wine does not get in the way of delicious food here and accompaniments. So the thing is, whether it be the Boom Boom Syrah, which goes really well with the fuller flavors and more hearty food here, it makes perfect sense. But then a wine that's balanced, knows its place, pure, and delicious to drink with pretty much anything you can eat, you know, besides sushi. Yeah, exactly. It will actually kill it. Yeah, probably. The next wine that will hit the Quebec market is your Velvet Devil. Yeah, your personal favorite. My personal favorite, I have to tell you. This is amazing. And this is amazing how it is let's call it a comfort wine. I don't know if it's about my preferences fronting wine, but let's call it a comfort wine. That is really interesting to drink. Well, what happens is, if you ask most people what they like in a wine or don't like in a wine, people like a wine that's smooth. So what is velvet is smooth, right? So the idea is not make it smooth because of sugar or because of oak. Make it smooth because of really precise winemaking, really focused, really refined. So like you say, it's you can drink it, you know, because it's so silky, but it's not thick, it's not heavy, it's fresh, and it goes down like mother's milk. You're a 100% authentic man. You're doing wine, and you're doing it right. We want to see you more often coming in Quebec City, and we want to see more of your wine coming in Quebec City. If we have all year to proceed to a vote, which will be the next wine to hit Quebec City? Which would you prefer to hit Quebec City? I think it's going to be my Vino, Pinot Grigio. But I was talking from Kim earlier tonight, and we're going to maybe make a deal that we're going to make Charles and Kim wine. Maybe that'll be the next one. Charles Smith, I have to thank you. You're doing it right, and we are continuing to do it right tonight with you. Thank you. Thank you. My pleasure. Awesome. Hey, Patrice d'AOC Compagnie, comment ça va? Ça va bien, merci Martin. Yes, là, faut que je te demande, qu'est-ce que tu bois? Moi, je suis sur le Merlot de Charles Smith, c'est le Velvet Devil. T'es vraiment dans le bon vin, là. C'est comme... Moi, c'est du jus, c'est bon, c'est savoureux. Écoute, c'est simple, c'est facile, puis ça se boit tout seul. AOC le rentre sur le marché comme bientôt, là.
C'est un vin qui devrait déjà être, selon moi, sur le marché parce que c'est une bombe. Oui. Mais définitivement, cet été, on va l'avoir. Il va être offert sur les tablettes de la SAQ en très petite quantité. C'est la façon que la SAQ travaille au début. C'est une belle façon d'aller chercher aussi le goût des clients, de savoir si c'est un produit qui va vraiment être excellent pour le client. Ça, on est déjà convaincu que le Velvet Devil va marcher. On va boire le mien avant de me le faire renverser. On a essayé ce soir. Pour nous, c'est une première d'avoir une soirée très décontractée, une très belle soirée. C'est sûr qu'avec l'image des vins de Charles Smith, puis comme le producteur comme tu as rencontré, c'est comme ça. Puis c'est vraiment le fun, puis on se rend compte que par nos clients qui sont ici, c'est ça qu'ils veulent. Tout le monde demande ça. Fait que c'est un événement qu'éventuellement, on va toujours vouloir refaire un peu dans cette formule-là. Très convivial, où que les gens peuvent échanger, simuler réseautage un petit peu. Puis on rencontre tout du monde du même milieu, finalement, qui cogite toujours autour du vin, puis ça fait des belles soirées réussies, ouais. Ben écoute, je te remercie pour l'invitation. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Yes. Je vais passer te voir au bureau à ton studio. Les portes du studio te sont ouvertes en tout temps, sauf la nuit. Je suis d'accord avec ça. Merci, Martin. Ton verre est vide, déjà. On y retourne. Velvet Devil, c'est le Merlot de Charles Smith. Hey, quel vin! Absolument. On a tout ce qu'on peut espérer d'un beau Merlot. On a de la couleur en profondeur. On a un nez typiquement fruits noirs, là, des prunes, un petit côté cassonade. Naturellement, ça a été élevé en feu de chêne. Français. On ne retrouve pas le côté vanille exubérant. Et puis en bouche, très belle acidité encore là qu'on remarque dans les vins de cette région-là qui sont définitivement portés vers l'acidité due à l'élévation où on les cultive. Très, très beau vin encore une fois. Ce qui est plaisant, puis Charles Smith le dit en entrevue souvent, il l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, Velvet, il porte son nom. La balance de ce vin-là est incroyable. Moi, c'est mon coup de cœur chez Charles Smith. Oui, il y a du fût dedans. Oui, il est présent. Il est quand même comme une tonne de briques. Mais tout ça est tellement balancé que ben, je suis obligé de reprendre tes mots et de dire j'ai vraiment l'impression de boire un Christy de bon jus de raisin bien travaillé. Tout à fait. L'équilibre du vin est là. Lorsque je te disais tout à l'heure qu'on va parler d'équilibre lorsqu'on arrivera dans les vins rouges, alors que dans les vins blancs, l'équilibre se traduit par l'harmonie entre l'acidité et l'alcool du vin. Dans les vins rouges, il y a un autre caractère qui vient se joindre à ces deux-là, c'est les tanins. Alors, qu'est-ce que c'est les tanins? Ben, rappelez-vous, lorsqu'on était plus jeune, on mangeait des cerises à grappes, on venait la bouche pâteuse. Ça enlève la salive de la bouche, ça assèche les muqueuses buccales. Alors, c'est l'effet qu'ont les tanins. Alors, certains vont dire, il est pâteux le vin, c'est parce qu'il contient beaucoup de tanins. Et puis, on a ce côté-là ici, comme tu le mentionnais, effectivement, bel équilibre entre les trois éléments, acidité, alcool et tanin. Ouais, parce que les tanins, bien souvent, quand t'es pognes, là, c'est comme boum, aïe aïe. Là, ils sont pas choquants pantoute, là. Les tanins, actuellement, généralement, vont précipiter avec l'âge du vin. C'est pour ça que les grands vins, les vins haut de gamme, sont beaucoup structurés en tanins. C'est un élément qui va aider au vin à se conserver, au même titre que l'acidité et l'alcool. Alors, lorsqu'on a beaucoup de ces éléments-là réunis et que le vin est jeune, on va avoir cette impression-là en bouche, d'avoir la bouche pâteuse, d'avoir beaucoup trop d'acidité. Mais lorsqu'on est patient, lorsqu'on peut attendre le vin quelques années, là, tous les éléments qui le constituent s'amalgament ensemble. Et puis, on a un vin harmonieux et parfaitement équilibré. Écoute, il en reste encore quelques-uns à goûter pour l'instant. Moi, c'est mon coup de cœur. Là, je te dis, on va être obligé de se dépêcher sur celui-là puis de passer aux autres. La soirée est le fun, mais ça passe vite. Belle soirée, ça passe très vite quand on a du bon temps. Fait que là, on s'en va chercher d'autres vins. Tout à fait, allons-y. Jacques, on a en main le vin qui probablement nous a tous fait connaître Charles Smith, le Boom Boom Shiraz. Comment tu trouves ça? Très bon. Et puis, c'est la belle syrah, bien faite, sans maquillage, nette, droite, rectiligne.
Ça sent bon. Un petit côté pain épicé. Après ça, on a le côté, après un petit peu d'oxydation. C'est pour ça qu'on fait tourner le vin dans notre verre comme ça. Pour l'oxyder, pour lui permettre pour nous permettre de mieux percevoir les arômes du vin. Alors, quand on le fait tourner un petit peu, on retrouve le côté viandé, animal de la Syrah. Tu sais que moi, la dernière fois, j'ai fait virer mon vin comme ça. On a arrosé le caméraman. Donc, je le fais plus quand la caméra est à on. Jacques, le Shiraz, c'est quelque chose qui est très utilisé. C'est quelque chose qui est très présent sur la planète monde. C'est quelque chose que les Québécois ont acheté là, à la tonne. Là, ce que je voudrais que tu me fasses, c'est un petit peu m'expliquer les grandes différences que je vais trouver dans un Shiraz californien, États-Unis, voilà dans ce cas-là, par rapport à la réputée Côte-du-Rhône. Bien, le Syrah est originaire de la Côte-du-Rhône. On y fait des grands vins en Côte-du-Rhône. Les fameux Côte-Rôtis nous viennent de là. Les Hermitages nous viennent de là. Les Gros Hermitages. On y fait de grands vins à partir du cépage Syrah. Maintenant, on a là-bas des sols particulièrement pauvres. C'est le cas de la plupart des pays d'Europe. On a des sols de cailloux, de pierres. Dans le cas du Rhône, là, c'est des galets. Alors, la vigne souffre énormément pour aller chercher l'eau dont elle a besoin et les nutriments dont elle a besoin pour ses fruits. Si on s'en va dans les pays du Nouveau Monde, Afrique du Sud, si on s'en va, par exemple, en Californie, si on s'en va, par exemple, en Australie, il y a beaucoup de chaleur. La chaleur, c'est ce que la Syrah aime. Cependant, on a des sols plus généreux. On a de l'irrigation. On a différents éléments qui font en sorte que ça va être différent de la France. À Washington, on a un élément particulier parce qu'il y a de la chaleur, mais pas autant qu'on va en trouver en Australie, par exemple. Quoiqu'en Australie, il y a des régions plus fraîches, on en conviendra. Alors, la question de climat qui implique, quand on parle de climat, on ne parle pas juste de température. On parle de sol, de sous-sol. On parle d'exposition au soleil. On parle de direction des vents dominants. Alors, c'est un ensemble de facteurs qui vont faire en sorte qu'ils vont privilégier la culture de la vigne ou non. OK, là, tu viens de me donner un méchant cours sur le comment que tout influence. Puis c'est ce qu'on a de besoin pour aller chercher des connaissances. Parce que, veux pas, le raisin est ce qu'il mange et ce qu'il mange, c'est les minéraux qu'il y a dans le sol ou le côté organique du sol. Mais là, je vais te ramener à ma vraie question. Ça change quoi? On va trouver en Australie des Syrahs qui sont plus riches en alcool, qui vont être boisés, tout dépend des producteurs, beaucoup plus boisés. Certaines non. Chaque producteur a son type de vinification qu'il préfère, a un vin qu'il préfère. Mais en général, Afrique du Sud, Australie, des pays très chauds comme ça, on va retrouver des taux d'alcool beaucoup plus élevés. La Syrah est un cépage qui procure déjà beaucoup d'alcool en partant. Alors, on va avoir des vins un peu plus gommés, un peu plus riches en alcool, plus capiteux, avec généralement des touches plus boisées. Ce qu'on trouvera un peu moins en France, par exemple. J'ai remarqué que ces dernières années, tout dépendamment des saisons, les vins, les producteurs ont tendance à élever un peu plus leur degré d'alcool dans les vins, les producteurs européens. Ici, on a un vin qui est parfaitement équilibré. Je l'aime beaucoup. Jeune, 2012. D'après moi, d'ici quelques mois, voire quelques années de bouteille, ce vin-là va être somptueux. Et surtout, à ce prix-là, imbattable. Ben, écoute, je te suis dans ce que tu dis, puis je te suis vraiment parce que ce qui m'a fait découvrir Charles Smith au départ, c'est le Boom Boom Shiraz 2010. Mais je l'ai bu cette année. Là, on est en phase d'un 2012. Puis c'est sûr et certain que le plus novice des wine lovers va voir une immense différence entre les deux. Oui, de part d'un fois, le changement des pourcentages des différents raisins qui sont utilisés. Mais au niveau de l'âge du vin, tout de suite au nez, on le sent. Écoute, j'ai envie de me répéter. 2 gorgées, on change de vin? D'accord.